Bonjour, je suis Alexis Kalogeropoulos, donc je suis le fondateur de Bridgeology. Nous, on est des radiologues. On est des radiologues du béton, du radiologue de la maçonnerie, de la chaussée. Et notre travail, c'est de faire des cartes et d'analyser l'état des structures existantes ou donner des informations sur la géométrie, sur la structure qu'elles vont avoir. Donc, Bridgeology, on est une boîte qui a maintenant une quinzaine d'années d'expérience, principalement en Suisse, mais aussi à l'étranger, dans différents pays. Et notre spécialité, c'est de donner une idée de l'état des ponts, donc sur le risque de corrosion des armatures, l'état d'humidité qu'on va avoir dans le béton et les problèmes qu'on va rencontrer. Et aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est, en venant au salon du BIM, c'est de se dire, nous, on produit de la donnée qui peut être intégrée dans le BIM et qui fait partie et on pense qu'on fait partie du workflow en fait général de de l'ingénieur et des process qu'on va avoir sur la question de l'état et de la rénovation de l'existant. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on s'occupe principalement d'ouvrages d'art, mais aussi on va faire du bâtiment. Mais dans les ouvrages d'art, on a déjà fait plus de 300, 350 structures. Et comme je l'ai dit aussi, on a fait une dizaine de pays. Tu peux passer à la suite? Donc, ce qu'on fait, c'est on va faire des protocoles d'acquisition de données avec le radar. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche après. On va après traiter ces données dans notre logiciel qu'on a développé pour pouvoir produire après des indicateurs de performance et des cartes qui vont nous donner une idée de l'état de l'ouvrage et donc du besoin de réhabilitation, des pourcentages de la surface qui sont dégradés et globalement avoir une idée de l'état général. Puis on va produire un rapport avec une synthèse sur cet état-là. Donc globalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un très bon retour sur investissement en général entre nos prestations et les problèmes qu'on a trouvés ou les problèmes qu'on a anticipés par rapport aux besoins de rénovation, ou s'il y a un problème qui a été vu sur le chantier, ou s'il y a eu une malfaçon, ou ce genre de choses-là. Et puis, tu peux passer à la suivante? Et puis, voilà, donc globalement, souvent, le radar commence à être bien intégré dans les métiers de la construction, mais souvent on s'arrête un petit peu à cette partie-là de l'iceberg, c'est-à-dire on pousse le radar pour localiser une barre d'armature, pour éviter de la taper quand on est en train de percer, pour trouver une canne à l'eau qui est enterrée au fond du sol, etc. Mais on va utiliser le radar un petit peu comme un outil et pas comme un instrument de mesure. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser un peu de manière très locale. Alors que la puissance de cet appareil-là, c'est de pouvoir faire des grandes surfaces très très vite et de collecter énormément de données qu'il faut traiter après pour pouvoir justement faire les cartes qu'on fait. Donc nous, en fait, on n'est pas un prestataire radar comme les autres. On ne l'utilise pas pour faire des sondages non destructifs. On est là pour faire une radio de l'ensemble, en fait. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc rapidement, pour faire un petit clin d'œil au métier, en fait, on fait une petite histoire de l'inspection. Donc initialement, on avait des méthodes qui étaient très simples mais très robustes, mais plutôt ponctuelles. C'est-à-dire, on va faire de l'inspection visuelle, on va faire un carottage, on va faire un sondage. Mais souvent, la question, c'était mais qu'est-ce qui se passe entre les points de carottage? Et puis, où est-ce que je dois carotter? Est-ce que j'ai carotté au pire endroit? Est-ce que je suis sûr que la zone que j'ai choisie est bien représentative de ce que je suis en train de voir? Maintenant, on est rentré dans ce qu'on va appeler le quotidien, c'est-à-dire le non destructif, du monitoring, de la modélisation, du BIM, du jumeau numérique, de l'IA. Mais on est un peu dans une situation un peu de silo, c'est-à-dire chacun fait un peu travaille un peu dans sa spécialité. Le spécialiste du non destructif, comme moi, travaille dans le non destructif. Le BIM travaille dans le BIM, mais on a du mal à intégrer les process les uns dans les autres. Et moi, en général, j'aime bien faire
une petite analogie médicale, c'est souvent l'ingénieur civil va être un peu le médecin, nous on va être plutôt le radiologue, et on va dire que l'ensemble est plutôt l'hôpital. Il va y avoir un triage des patients, il va y avoir des soins qui sont attribués en fonction de différentes pathologies et en fonction des différents diagnostics qu'on va faire. Le problème qu'on a un peu dans cette configuration-là, pour pouvoir arriver justement dans ces diagnostics efficaces, justement la fameuse maintenance prédictive et des planifications efficaces des travaux, c'est qu'il faut pouvoir en fait intégrer l'ensemble des acteurs dans un workflow qui soit efficace. Et par exemple, si on prend l'analogie du sondage, avec on va dire une ponction ou quelque chose comme ça, maintenant, il serait inimaginable pour nous qu'on puisse nous faire une ponction dans notre corps sans avoir fait une radio avant, sans savoir exactement où est-ce qu'on veut faire le sondage. Sur nos structures, on est encore un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire souvent, c'est un peu des sondages qui sont faits un petit peu, je ne vais pas dire au petit bonheur la chance, mais là où ça nous arrange. C'est-à-dire dans un petit coin de chaussée qui ne gêne pas trop le trafic ou dans un endroit du bâtiment qui n'est pas trop gênant. Mais est-ce que ce sondage, qui est implanté par des considération plutôt, on va dire, pratique, est-ce qu'il est vraiment représentatif? Est-ce qu'il est vraiment... est-ce qu'il représente bien l'état de l'ouvrage? Et à partir de là, est-ce que je peux définir en fait des plages d'état et des pourcentages d'état de ma structure en connaissant ça? Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est vraiment notre travail. Passe à la suite, s'il te plaît. Donc il y a... La dernière petite chose, ce qu'on a remarqué, c'est très souvent aussi, il y a un gros problème au niveau avec les plans d'exécution. Très souvent, s'il y a des plans d'exécution, parce que très souvent il n'y en a pas, ou ils sont perdus, ou ils sont, enfin, il n'y en a plus, quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des structures qui se comportent différemment par rapport au plan d'exécution. Alors, le premier élément qu'on a, c'est des problèmes de conception. C'est-à-dire, ici, en Suisse, on n'a particulièrement un problème avec les dalles évidées qui s'appellent des coffratoles, qui sont des dalles avec des cylindres à l'intérieur qu'on a mis pour alléger les dalles. Et en versant le béton, ces tubes remontaient. Ils étaient censés être attachés au fond du coffrage et ces fameux tubes venaient des fois se détacher, s'appuyer sur les barres d'armature supérieures, se perçaient, des chlorures rentraient. Enfin, globalement, par rapport à l'idée initiale et l'état réel, c'est très différent. Après, on a l'autre problème des gros détails, des grosses différences entre l'exécution et ce qui était prévu. C'est-à-dire souvent, on va avoir des écarteurs d'armature qui sont tombés, des lits d'armature qui se sont effondrés, il n'y a pas l'ensemble des systèmes anti-poinçonnement qui ont été mis, ou ils n'ont pas été mis dans le bon sens, ou on va avoir des câbles de précontrainte qui ont été mal injectés. Va y avoir en fait des grosses différences entre ce qu'on croit avoir et la réalité. Puis, les deux dernières parties, c'est on a identifié un ouvrage qu'on a voulu réparer, et on l'a réparé de manière catastrophique. C'est-à-dire, on a par exemple voulu dégrapper le béton de surface. Et en fait, on a tellement dégrappé le béton de surface qu'on a limé les armatures avec. Et là, on va avoir un énorme impact sur la durabilité. On a remis une étanchéité qui n'est pas fonctionnelle ou qui est mal posée. Donc ça aussi, ça va pénaliser énormément la durabilité de l'ouvrage. Et enfin, on va avoir l'utilisation, c'est-à-dire les véhicules, le trafic trop lourd, trop de sel, des étanchéités pas performantes, des matériaux pas forcément bons, qui vont aussi pénaliser ça. Donc tous ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qu'on va aller chercher à connaître et qu'on doit avoir, pas seulement avec nos méthodologies, mais avec un espèce de protocole en entonnoir qui va permettre d'aller savoir si on se trouve bien dans l'un des éléments qu'on est en train de décrire ici. Donc tu peux passer à la suite. Donc ce que je vous disais, c'est donc bien de rendre les sondages ciblés et représentatifs.
d'estimer des seuils d'acceptabilité. Donc là, c'est une fois qu'on s'est dit, ok, on a fait un sondage et on se rend compte que, je sais pas, par exemple, mon armature a perdu tant de sections par corrosion et qu'on se retrouve avec tel taux de chlorure dans cette fenêtre-là. Et à partir de là, est-ce que je peux tirer des conclusions sur l'ensemble de ma structure avec la carte des données radars que j'ai produits et les sondages qu'on a fait là. Et ça, c'est ce qu'on va dire, c'est là qu'on va appeler la quantification. Ça va se dire, ok, j'ai tant de pourcents de ma structure qui a tel taux de chlorure qui correspondait, ou tel niveau de contamination qui correspondait à la zone où j'ai fait mon ouverture, où j'ai considéré de la perte de section. Est-ce que maintenant, les 22% restants de ma structure qui sont dans les mêmes niveaux de contamination sont dans le même état? Et c'est à ça qu'on répond. C'est-à-dire on va dire, ok, maintenant, 18% de la structure a un fort risque de corrosion parce qu'on a vu ça dans la fenêtre, on a vu qu'on a potentiellement une perte de section. Donc, c'est ça qu'on va appeler le seuil d'acceptabilité. Alors, tu peux passer à la suite. Voilà. Alors, non, voilà. Donc, là, je vais faire rouler mon radar sur l'échafaudage. Alors évidemment, on va rien voir parce qu'en fait, on voit de l'air. Mais là, alors je vous la fais en live. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit les armatures? Ouais, on voit un petit treillis, effectivement. Bon, alors comme d'habitude, la donnée radar, c'est une donnée qui est pas facile à interpréter. Mais ce que vous voyez là, c'est un petit treillis qui est au-dessus d'une chape et on voit pas ce qui se passe en dessous parce qu'il doit y avoir une chape, un élément métallique qui bloque ce qui se passe dans le reste du béton. Mais on a étudié la dalle au-dessus, elle va bien. Donc globalement notre premier travail, ça va être de savoir quel écartement on va donner au profil radar qu'on va faire ici. Dans quelle orientation, dans quel axe en fait on va se positionner. En fait, comment est-ce qu'on va faire la radio de la structure pour pouvoir avoir un résultat qui soit le plus évident possible. Tu peux mettre le logiciel. Après, notre job, ça va être de traiter les données pour analyser l'état. Et voilà, donc là, ce que vous voyez ici, c'est le logiciel qu'on utilise pour analyser les données. Vous voyez une donnée radar qui a été enregistrée sur un parking. Et comme vous voyez là, tu peux appuyer sur géométrie. Voilà. En fait, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a orienté les différents axes de mesure en fonction de l'orientation des armatures et de l'accessibilité sur le parking pour faire ressortir les différents éléments qu'on veut avoir. Là, la question, c'est un parking en Suède et on sait qu'ici, c'est la zone où il y a énormément de circulation. Et il y avait des doutes sur le niveau de corrosion des armatures dans cette structure. Et à savoir, si plus de, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était plus de 35% de la zone est contaminée et corrodée, à ce moment-là, on lance un chantier de rénovation complète du parking. Si c'est moins, on fait que des patchs et on vit avec, quoi. Donc, tu peux le remettre sur le map viewer, s'il te plaît. Voilà, au milieu. Donc, ici, les premières cartes, nous, notre job, ça va être de faire différents types de cartes qui vont amener différents types d'informations en fonction des problèmes de la structure. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'épaisseur d'enrobage, parce qu'une des premières choses qui va nous impacter, c'est si on n'a pas assez d'enrobage, forcément les armatures elles vont péter tout de suite. Donc ce qu'on va avoir là, c'est des zones qui sont en rouge avec très faible enrobage. Et ce que je vous disais avant, ouais, tu peux mettre appui sur histogramme là. Voilà. On va avoir en fait les statistiques de distribution pour voir en fait en gros qu'est-ce qui se passe dans les différentes zones. Alors, par exemple, est-ce que tu peux faire un petit rectangle qui sélectionne ici, si tu arrives? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ici, on va avoir les statistiques locales qui vont s'afficher là, qui vont permettre de connaître l'état dans les différentes, ces niveaux-là. Enfin, les différents niveaux d'épaisseur. Et donc ici, on se rend compte qu'effectivement, c'est trop faible. Donc je vais vous le montrer comme ça. En gros, on a une zone en fait qui est très corrodée ici, qui était très corrodée. C'est ce qu'on voit dans les données radars qui sont très dégradées, avec de la fissuration. Et donc, effectivement, il y avait bien un problème au niveau de la circulation de cette zone. Donc, les conclusions ont été d'aller faire des sondages ciblés dans ces zones-là, puis dans les zones qui sont moins dégradées, pour pouvoir se faire une idée en fait du niveau
quelle quantité de l'ouvrage était vraiment dégradée. Et là, on se retrouvait à presque 40% en fait, qui était dans un état qui n'était pas acceptable. Donc, il est prévu que ce parking en Suède, à Stockholm, soit complètement refait. Je crois que c'est un parking de la municipalité, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant, l'idée, c'est pour eux, c'est beaucoup plus simple d'aller demander des budgets en sachant qu'ils ont une idée du pourcentage de la structure qui est dégradée. Ils ont des éléments qui permettent de justifier cet investissement-là. Est-ce que tu peux remettre la présentation ? Donc, ce que je vous ai dit, c'est cette histoire de workflow. Tu peux continuer. On peut, voilà. Donc, le dernier élément, et ça c'est plutôt un élément de discussion, et je voudrais bien qu'on ait cette discussion. Donc nous on est au stand G9 aussi par là-bas, après, ou dans les petites questions qu'on va avoir, je pense qu'on a aussi un effet d'échelle. Et ça c'est quelque chose je pense qui est très intéressant dans le futur qui est en train d'arriver pour nous, pour tout ce qui va être sur la maintenance des infrastructures et sur le BIM aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des analyses qui sont très ponctuelles, donc par exemple un sondage, une armature, un câble de précontrainte, un élément, une poutre, quelque chose comme ça. Puis on va avoir une partie beaucoup plus locale, donc qui va être l'ensemble de l'ouvrage, l'ensemble du bâtiment, l'ensemble du parking. Puis on va avoir quelque chose de plus global, donc ça va être un réseau, un parc immobilier, un parc d'infrastructures, plutôt pour une commune ou quelque chose comme ça. Et en fait, un peu à la manière de Google Maps, vous voyez, quand vous zoomez très fort à l'intérieur de Google Maps, vous avez plein d'informations. Vous avez le nom de chaque rue, vous avez le nom de chaque petit magasin, etc. Et quand vous dézoomez, il y a de moins en moins d'informations qui apparaissent. Il y a juste l'information essentielle qui ressort à chaque échelle en fonction de ce qu'on est en train de voir. Je pense qu'on a besoin de ça un petit peu dans notre industrie. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas faire ressortir chaque armature ou chaque câble de précontrainte ou chaque petite épaisseur de béton pour chaque ouvrage sur chaque réseau. Donc il va falloir sélectionner en fait les indicateurs de performance, les indicateurs clés, donc ce qu'on appelle nous les Decision Grade Evidence, donc c'est les indicateurs de performance de chaque ouvrage qu'on va pouvoir reporter après pour une analyse globale. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on commence à travailler. En fait, c'est pour ça que je parlais de workflow. C'est que pour l'instant, comme on travaille beaucoup en silo, il y a des technologies très intéressantes qui commencent à sortir pour chaque acteur. Il faut arriver à les intégrer un petit peu plus comme dans un workflow, par exemple, d'hôpital, où chacun en fait, a son information qui est importante. Et une prise de sang, c'est important. Une prise de température, c'est important. Une radio, c'est important. Et un diagnostic, c'est important aussi. Et tout ça est intégré dans un workflow. J'ai l'impression un petit peu que dans nos métiers, pour l'instant, tout ça est un petit peu trop fragmenté et a besoin de se connecter pour pouvoir arriver à être plus efficace. Donc ça, c'est plutôt mon objectif d'aujourd'hui, de discuter de cette partie de choses. Donc voilà, tu peux passer à la fin. Donc globalement, c'est ce que je vous expliquais là. Donc des protocoles adaptés, de l'aide à la décision avec des éléments de diagnostic et aussi un autre élément important, c'est avoir une grammaire commune ou des standards communs qui soient importants. C'est-à-dire que moi, si je parle de radar ou le carotteur parle d'essai de compression ou de taux de chlorure, qu'on ait en fait une espèce de standardisation des seuils, des valeurs, qu'on ait les mêmes termes techniques, qu'on ait les mêmes, on parle la même langue en fait. Et pour éviter justement ce trop de silos. Et puis à la fin, tu peux passer à la suite. Donc il faut plus de structures, une vision un peu plus de protocole et d'intégration ensemble des acteurs du métier dans ce niveau-là. Donc ça, je suis très curieux et très intéressé d'avoir des discussions avec vous, justement pour comment intégrer nos données dans du BIM, comment intégrer différents résultats de sondage, etc., avec ce qu'on est en train de faire là, pour pouvoir être le plus efficace possible. Voilà. Je vous remercie beaucoup.